In phase. In phase. Bienvenue pour un nouvel épisode d'En Face. Je suis aujourd'hui avec Félix, aka Thames. Salut Félix. Salut. Merci beaucoup d'être là. Un vrai plaisir de t'avoir. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous présenter qui est Thames aujourd'hui en quelques phrases avant qu'on plonge un peu plus loin dans la genèse du projet? Tout à fait. Alors, Thames, c'est de la musique électronique, tout simplement. Musique électronique, je l'appelle cinématographique parce que très influencée par les musiques de films, mais voilà, c'est musique électronique assez classique, mais avec une progression et puis quelque chose d'assez enveloppant. C'est ce que j'essaye en tout cas. Voilà. Oui, le côté cinématographique, c'est le fait d'avoir... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu que t'aimais provoquer des images. Voilà, c'est exactement ça. On lit ça un peu sur toi, sur le net. Ouais. Y a ce côté-là, effectivement, déjà de quelque chose, d'un morceau qui raconte quelque chose, Ouais. des évolutions, qui est assez aussi contemplatif. Il y a ce côté-là, je trouve. C'est ça. Et mais effectivement, il y a cette idée de raconter des histoires à travers la musique, de guider l'auditeur à travers ces images qui se créent dans sa tête, donc créer un film. Et aussi ce côté très progressif et sur lequel je joue avec la dynamique, en fait. Passer d'un moment calme à un climax à la fin. Souvent, mes structures sont comme ça. Et ce qui peut s'apparenter un peu à une structure de film, quoi. Voilà. Si on voit un petit peu est-ce que tu peux nous parler un peu du cheminement qui est arrivé au projet Thames aujourd'hui et à ce qu'est Thames aujourd'hui, aussi loin que tu puisses commencer, d'où est-ce que tu penses que... Quelles sont les sources de Thames? Alors ça a commencé... Avant, je faisais beaucoup de la musique en groupe. Voilà. Quand j'étais en Alsace. Quel instrument? De la basse. Okay. J'étais bassiste dans des groupes de rock, metal principalement. Yes. Et à un moment, on a été amené à déménager, moi et ma compagne, et du coup, pour son travail, et du coup, j'ai plus pu faire de musique en groupe. Voilà. Donc, je me suis retrouvé tout seul. J'ai abandonné le band. Voilà, exactement. Et j'avais déjà un petit setup clavier avec Logic Pro et tout ça, qui traînait, avec lequel je travaillais un peu déjà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire de la musique tout seul. C'était à quel âge, ça, du coup? Ça, c'était quand? Ça, c'était à peu près, la période. Ouais, 2011. 16 ou 20 ans? 2011, j'avais quel âge en 2011? Oui, parle-moi en âge, parce que moi, je suis nul en date. C'est quand t'avais quel âge? C'est une bonne question. Je sais pas, j'avais une vingtaine d'années, je sais plus. Ok, voilà. Ok. 2011, j'avais 24 ans, voilà. Ouais. La musique, t'as appris tout seul, en mode rock'n'roll, avec les potes? Absolument. J'ai Okay. aucune formation, j'ai appris en jouant, en groupe. Voilà. J'ai appris comment créer un morceau, la place de chaque instrument. C'est que comme ça. T'as démarré vers quel âge? Donc assez tard pour jouer au rock avec tes potes ou... C'était au lycée, début du lycée. Et voilà, j'ai un pote qui m'a dit hey, ça serait cool qu'on fasse de la musique. Il faisait de la guitare. Et ben moi, je faisais rien à ce moment-là. Et ça me disait bien, mais et j'avais un beau-frère qui était bassiste. Okay. Et il m'a prêté des basses, et puis c'est parti comme ça, quoi. Et vous avez commencé à faire vos morceaux ou... Ouais, on a essayé les reprises, mais vu qu'on savait pas du tout maîtriser les instruments, et ouais. Enfin pour ma part surtout, du coup déchiffrer sans... Voilà, j'ai commencé à essayer de faire des sons, et puis voilà, tâtonner comme ça, quoi. Après, tu t'es intéressé aussi au côté production ou aux prémices d'enregistrement de maquettes, de choses comme ça. Donc, si tu disais que tu avais un clavier et Logic. Tout à fait. C'est moi qui ai un peu porté cette casquette, parce que c'est un truc qui m'attirait depuis toujours, de devenir ingénieur du son. Et t'as fait les études pour ça? Ouais, tout à fait. Diplômé. Ingénieur diplômé. Voilà.
Mais au début, ouais, c'est un truc qui m'attirait beaucoup et je savais pas comment faire, donc j'ai commencé à acheter un ordi, une carte son, des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris un peu et puis je nous enregistrais quoi. Hmm. Et puis voilà. À la maison? À la maison, ouais, tout à fait. Ou dans nos salles de répète. Yes. Et avec des micros, tu faisais comment? Tu repiquais sur les amplis ou tu faisais dans la carte son et plugin? Ouais, un peu de tout, mais beaucoup de micro. Ouais, Parce que rock, ouais, c'est ça. in the box, c'est difficile. Tout à fait. Et puis à cette époque-là, les simulations d'ampli et tout ça, c'était pas encore foufou. Donc non, c'était micro sur ampli et plein de micros sur les batteries. Ah, et c'est déjà très technique. Ouais. D'enregistrer du rock, c'est clair. déjà très technique et Surtout- créatif. Surtout quand tu commences et que tu mets plein de batteries, plein de micros et tu sais pas ce que tu fais. Mais tu y vas, quoi. Mhm. Ok, cool. Donc études d'ingé son en parallèle? Ouais, ça c'est venu tardivement. D'accord. Ah, plutôt D'abord j'ai fait des études d'art à Strasbourg, j'ai fait la fac d'art jusqu'au master. Ok. Mais en parallèle, je continuais en autodidacte le son, à sonoriser des groupes, à enregistrer mes groupes. T'as bossé sur un sujet en particulier en master en école d'art? Ouais, Enfin, ouais, tout fac à fait. d'art. Le rapport du son à l'image. Ok. Voilà. Et aussi un peu sur le silence. Voilà. C'était un sujet qui m'a fasciné. Et donc Laissons-le raisonner du coup. C'est ça. Ouais, trop bien. Et j'ai fait mon mémoire là-dessus, quoi. Ok. Mais Je serais ouais, curieux de le lire. Tu me l'enverras? ouais, je suis pas sûr qu'il faille le lire. Ah bah si. C'est avec le recul, j'aurais pu travailler beaucoup plus et faire des choses vachement mieux sur ces sujets-là. Et oui. Mais à Sûr cet comme ça. âge-là, on a parfois pas la maturité. Puis ça correspond à une période de vie aussi où on n'a pas envie de faire que ça. Totalement. On a envie de sortir un petit peu, de se faire des potes. Voilà. Ou d'enregistrer son groupe ou Aussi. des choses comme ça, quoi. Du coup, on arrive à 2016. Un premier EP avec Thames. Ouais. Alors, c'est à ce moment-là, donc déménagement, tu splits le groupe. Voilà. Je pars de et Strasbourg tu pour aller décides de commencer à faire des choses tout seul. Ouais. Tu pars où, à Paris? À Dijon. À Dijon. Ouais. C'est le premier déménagement, ça a été à Dijon. Pour raison professionnelle, donc. Voilà. Mais pas de mon côté, du côté de ma compagne. Et voilà, moi j'ai commencé à tâter un peu, voir ce que je pouvais faire, m'inspirer un peu de différents groupes, ou juste sortir ce qui sortait. Et puis du coup, ça c'était 2014, donc j'ai quand même mis un peu de temps à construire le projet. Ça me paraît pas énorme non plus. Ouais, 2 ans pour se trouver une nouvelle direction, une nouvelle identité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment t'as défini un peu le truc, le projet, la direction? Honnêtement, j'avais aucun plan. j'ai fait comme ça. T'as juste produit. Ouais, c'est ça. Et quand t'avais 6 tracks qui se tenaient. Voilà, exactement. Okay. J'ai essayé de les finaliser en me disant, bon, maintenant, il faut sortir un truc pour un peu officialiser ça, quoi. Mais c'était pas très réfléchi, c'est venu comme ça. C'était pas non plus un projet de carrière, tu te disais pas que t'allais forcément gagner ta vie avec ça? Du tout, non. Ouais. Non, tu t'avais un taf à côté à cette époque? Tout à fait, le même métier que j'ai aujourd'hui, je suis intermittent. C'est un statut. C'est pas un métier, c'est n'importe quoi. Ingénieur du son, ouais. Et je suis en intermittence du coup. Ouais. Et voilà, et l'époque de 2016, où j'ai sorti mon premier EP, j'étais en Belgique. Donc là, j'étais pas intermittent parce que ça n'existe pas là-bas, j'étais freelance. Mais voilà, ça m'occupait beaucoup, j'ai beaucoup travaillé en son là-bas. Donc je prenais un peu de temps pour faire de la musique et puis... Du coup, tu bosses essentiellement sur des créations, peut-être avec un metteur en scène ou un auteur en théâtre particulier avec qui tu aimes bien travailler. Comment ça se passe? J'ai fait un certain nombre de créations sonores, effectivement, pour le théâtre. Et ces dernières années, depuis que je suis arrivé à Paris, depuis 2019, je travaille essentiellement avec Emmanuel Mérieux, voilà, dont le travail est sensationnel. J'aime beaucoup, je suis très fan de ce qu'il fait. Et voilà, j'ai fait 2 créations sonores avec lui, et puis après je fais aussi la régie de
de ces Oui, autres. c'est ça, parce que c'est deux choses c'est deux rôles un peu différents. Oui, Donc, qui sont au final très liés. Ouais. Parce que je réinterprète ma création sonore tous les soirs pour chaque représentation. trop bien. En même temps que je mixe les micros et tout ça, mais ouais. Je pense qu'aussi pour un metteur en scène, c'est un peu de l'ordre d'avoir une personne qui fait les deux et puis qu'on intègre sur l'équipe, qui va aussi participer à la phase de création, qui du coup est intégrée et qui suit le projet de A à Z et qui a la double casquette du coup. Ouais, Donc, totalement. Il travaille avec un compositeur, donc moi c'est vraiment partie création sonore. D'accord. Voilà, tout le sound design et tout ça. D'accord. En immersif, multicanal et tout ça. Mmh. Et c'est Raphaël Chambouvet qui compose les musiques de ces pièces. Ok. Et qui est un musicien, compositeur très talentueux. D'accord, oui, Ouais. j'ai fait une petite. J'ai confondu un peu les deux quand tu parlais de création sonore. Je croyais que tu faisais. Je croyais qu'on parlait plus de la musique du spectacle. Non. Mais c'est encore une troisième chose. Donc on a le compositeur, Ouais. le créateur sonore qui va s'occuper du setup, du placement des micros. Enfin, par exemple, peut-être ce sera mieux. Alors, moi, mon On job, travaille sur la créa. il y a vraiment deux phases. C'est d'abord le travail de créa où on passe du temps tous ensemble à créer de la matière par rapport au thème. Voilà. Donc là, c'est vraiment création sonore, recherche de son, création d'ambiance, recherche d'espace. Et après, C'est des pièces sur lesquelles il y a un travail avec des micros, des ambiances sonores, du sound design. micro, pas tellement. Il y a les micros servent surtout aux comédiens. C'est des voix amplifiées. Mhm. C'est essentiellement des témoignages, en fait, ces pièces. D'accord. Et du coup, c'est des comédiens au micro. Et après, tout le sound design et tout ça, je le lance depuis une session live, Ableton Live. Et je mixe ces sons-là en direct avec le... Pendant le spectacle. Voilà, pendant le spectacle, avec les voix sonorisées, quoi. Voilà. Donc ça fait plusieurs années que tu es là-dedans, que tu as ce métier qui est ton premier, qui est ton plein temps, Ouais. qui te permet de vivre. Tout à fait. En parallèle de ça, donc un premier EP Voyage, on en a parlé tout à l'heure, puis un deuxième en 2018, Souvenir. Qu'est-ce qui a changé un peu entre les deux? Qu'est-ce qui t'a donné envie de refaire un album? Qu'est-ce qui t'a inspiré à ce moment-là? Ce qui a changé entre les deux, c'est que j'avais vraiment plus d'intention pour Souvenir. J'ai essayé d'être un peu plus maître des compositions, d'avoir une vision, une DA, et d'aller vers ça. Ce qui n'était pas le cas avec Voyage du tout. Ça venait comme ça, et puis voilà. Là, j'ai essayé de faire un truc un peu plus réfléchi. J'ai composé plus de musique qu'il y en a sur l'EP. Comme ça, j'ai pu sélectionner, et voilà. Et j'ai commencé à m'entourer un peu... à faire masteriser par un studio pro. Voilà. Et le premier, c'était vraiment indé, fait tout seul de A à Z. Ouais, tout à fait. Et du mix, de la compo, la première note jusqu'au mastering, tout ça, c'était moi. Et j'apprenais en même temps, donc voilà, ça donne ce que ça donne. Donc, mais Un côté brut. Ouais, c'est ça. Un côté, c'est le début, et on y va. Et sur le travail de DA, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce que tu as réussi à identifier? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Ouais, j'ai essayé de trouver un fil conducteur entre tous les morceaux. Déjà, ça, c'était super important pour moi, qu'il y ait une cohérence tout le long. C'est quoi, alors, concrètement? C'est un instrument? C'est un concept? Non, c'est plus... sonorité. Ouais, voilà, c'est plus les émotions que peuvent provoquer les morceaux. Parce que je me base beaucoup là-dessus. C'est assez subjectif et peu palpable, mais c'est vraiment comme ça que je crée mes morceaux. Et là, c'était cette idée de souvenirs, de mémoire, de moments passés. Pour ça, il y a des titres sur le déjà vu, il y a des titres sur le... Voilà, toutes ces choses-là, les souvenirs. D'où le nom de l'EP. Et ça passe plus par des émotions, des couleurs aussi, parce que pareil, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, les couleurs liées à des musiques. Et je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà. Tu es synesthète? Tu l'es? Peut-être. Tu sais ce que c'est? Oui, tout à fait.
Mais, Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on entend un son, enfin il y a plusieurs formes de synesthésie, mais quand on entend un son, on voit une couleur. Voilà, c'est des fils qui se touchent entre les émotions et les couleurs ou l'odeur, je crois aussi, il y a. Ou des sensations. C'est tous les sens a priori. C'est quand il y a deux sens qui se touchent. Un peu interconnectés. C'est ça. Et effectivement, moi je peux te dire que j'aime les musiques bleues. Ok. C'est vrai. Vraiment. Dès qu'il y a un peu de rouge, de orange, de jaune, ça marche pas pour moi. Bah, basiquement, ça pourrait être bleu côté mineur, un peu mélancolique, bah ouais. et rouge, majeur, martial, plus up cheering ou j'ai pas d'autres mots. Ouais. Tout ce qui est joyeux. Ouais. Oui, voilà, tout simplement. Ça, ouais. Ça me correspond pas totalement. Non pas que je suis pas joyeux, mais c'est pas les émotions que je recherche dans ma musique. Ouais. Principalement. Oui, c'est pas forcément le reflet de ton âme, mais c'est quelque chose que tu as envie de proposer, en tout cas quand on écoute une sensation que tu as envie de proposer aux auditeurs. Tout à fait. Et moi, je sais que ça me faisait ça aussi avant, que ça me permet de faire sortir aussi des choses de moi et elles sont mieux à l'extérieur. C'est clair. Il faut. Donc trop bien. Tu te souviens à peu près comment tu as travaillé sur cet album EP, avec quels instruments, quel setup, est-ce que tu avais un setup assez identifié en fait en termes d'outils et de méthodes de travail peut-être? À ce moment-là, je composais encore, ce qui n'est plus le cas maintenant, je composais encore sur Logic Pro. Donc ça, c'était vraiment mon outil de travail de base. C'est une période où j'avais commencé à m'acheter un peu plus de synthé hardware. Le EP Souvenir, il est très teinté du Nord Lead que je venais d'acquérir, et du Bass Station aussi, qu'on retrouve sur quasiment tous les morceaux. Et après, voilà, j'utilisais encore pas mal de VST. Voilà, c'est le moment où je commençais à intégrer vraiment du synthé hardware. Et t'as commencé et ça a continué. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça le problème, c'est que souvent on n'arrive pas à s'arrêter après. Après, je pense que la créativité est aussi beaucoup liée à la recherche d'outils, en tout cas dans la musique électronique, parce qu'on va travailler avec des machines qui créent des sons, et du coup, forcément, la manière de s'en servir et le type de son qui est créé va beaucoup dépendre du design de l'outil. Donc, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment ça qui va provoquer certains choix artistiques et tout ça. Et effectivement, et j'aime bien cette idée d'avoir un setup particulier par projet, par EP, par sortie. Comme ça teinte vraiment, et puis c'est faire des choix avant même de commencer à composer, quoi. C'est vraiment sa palette sonore, ses outils, quoi, sa palette sonore sous la main, et on fait avec ça, quoi. C'est des contraintes qui sont plutôt productives en général. Ouais, absolument. La contrainte en général est source de créativité. Clairement. Du coup, on parle de setup. Est-ce que tu as transposé pour le live ce que tu faisais à l'époque, à partir de là ou même avant? Tu jouais tes morceaux en live déjà? Oui, ouais, tout à fait. Le live, j'en fais encore trop peu pour moi, et j'en ai fait très peu. Mais oui, clairement, j'ai essayé de rejouer ces morceaux-là avec ce setup-là en live. Donc avec mon Nord, avec le Bass Station, et puis après mes petits contrôleurs pour tout le reste sur Ableton, quoi. C'est quelque chose qui te plaît, enfin, est-ce que c'est intimement lié avec ta manière de composer, ou alors est-ce que tu composes d'abord et ensuite tu essayes de retranscrire, de transformer les choses pour pouvoir les rejouer? Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là, effectivement. Je compose de manière très linéaire, et justement, c'est pour ça que je fais l'analogie avec le film. C'est vraiment, il y a un début, une fin, et tout ce qui rentre, toutes les montées, les descentes. Et c'est très linéaire. Et du coup, en live, c'est pas évident à retranscrire ça. Parce que quand on fait de la musique électronique à base de boucles, ou de boucles, de petits bouts, de samples et tout ça, c'est plus simple Enfin, il y a tout de suite une énergie live, même dans la compo. Et moi, ça a toujours été un dilemme, en fait, de transposer mes morceaux du CD, enfin du CD, ça n'existe plus, enfin, du titre fini, du MP3, du MP3 au live, quoi. Ouais. Voilà. En termes de structure, tu trouves que c'est difficile en termes de structure de pouvoir
maîtriser. Il y a beaucoup de couches dans ta musique, Ouais. donc j'imagine que c'est assez difficile de maîtriser toutes les couches, de les faire monter tout en C'est même temps, exactement de ça. toutes les arrêter d'un coup. Tout C'est à ça fait. la difficulté, quoi. C'est ça que j'aimerais faire, mais que j'ai pas trouvé la solution. Parce en tant que producteur de musique électronique, on a envie de jouer le plus possible les choses en live, mais c'est pas possible en fait. Donc, faut trouver un juste milieu et réussir à retranscrire un peu cette évolution, cette montée, et puis sans trop tricher. Et Tout en gardant le maximum de puissance que tu arrives à mettre sur le morceau écrit. ouais, c'est ça. Et puis Des petites voilà. mains, peut-être. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais la chance qu'on a, c'est de pouvoir d'avoir des backing tracks, des pistes qui tournent derrière. Ça, c'est bien, mais ouais, c'est pas évident. Surtout Il en se faut. garder une part de liberté. Là, c'est encore une contrainte supplémentaire. Et voilà, c'est tout un travail. S'amuser. Ouais, s'amuser. Non, mais c'est ça, c'est super important. Mm. Si tu t'amuses pas pendant un live, Ça se ressent, je pense. ça se ressent, et puis ça rime à rien, quoi. Sinon, les gens, ils Ça vaut écoutent pas chez le eux, quoi. Nuit et Brothers, alors j'ai noté la même année, mais en fait Brothers c'est un single de... Non, c'est Nuit qui est un single, c'est ça? Alors, Parle-nous de Nuit et ouais. Brothers. Nuit, en fait, initialement, c'était un projet même d'album, mais qui a été avorté, Ok. qui n'a pas vu le jour. Et j'ai extrait le single Nuit de ce projet, et pour le sortir tout seul, voilà. Et Horizon, pareil, dans la foulée, qui étaient du coup 2 singles en totale autonomie. Et j'ai décidé... Clipper les deux. Ouais, c'est ça, clipper les deux, par Jérémy Morlot, avec qui je travaille beaucoup. On sent qu'il y a eu sur ces 2 morceaux un basculement. Bon, il s'est passé 3 ans entre Souvenir et ces 2 titres. Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux à la sortie de ce projet, avant la sortie de Nuit et Brothers? C'est une bonne question. Non, il y a... Du nouveau matériel, Ça, c'est sûr. Ouais, de la progression technique. Ouais, tout à fait. J'ai fait évoluer tout ça, le setup, les connaissances. Ce qui explique ce trou, c'est que, encore une fois, on a déménagé. Ça correspond au moment où je suis arrivé à Paris, justement. Donc de Grenoble à Paris. Parce que, Après Dijon, Grenoble et après Paris. Dijon, Liège, en Liège. Belgique. Ensuite Grenoble, et ensuite Paris. Ouais. Et Souvenir, je l'ai composé à Grenoble. Et début 2019, je suis arrivé à Paris. Et je suis parti direct sur la création sonore avec Emmanuel Mérieux. Et du coup, ça a pris énormément de temps. Je composais en parallèle, mais du coup, j'ai rien sorti. Et c'est quand j'ai commencé à avoir un peu plus de temps que j'ai décidé de sortir ces singles. Et voilà. Et ces singles, du coup, qui étaient en autonomie, comme je disais, j'ai décidé d'en faire un EP ensuite. L'EP Nuit. Voilà, pour pas qu'il se retrouve tout seul. Et en y ajoutant 2 autres titres, je crois. Et voilà. Ok. Grenoble, c'était pour travailler sur la création. Je me suis noté le nom. Je trise la création de théâtre. Et non, j'ai pas noté le nom. J'ai vu une pièce de théâtre qui a été créée à la MC2 à Grenoble, non? C'est ça? Tout à fait. Mais ça, c'est la dernière pièce d'Emmanuel Mérieux. On a passé un mois à Lille, un mois à Grenoble. Ah oui, ok. Je croyais que ça correspondait à ta période grenobloise. Non. C'était autre chose. Je suis revenu là-bas récemment pour cette créa, justement. Yes. Okay. Et c'est drôle, ça s'est fait à l'MC2 où je travaillais beaucoup quand j'étais à Grenoble. Voilà. Et ça, c'était quand, ce travail sur la pièce? Ça a l'air d'être un gros truc, hein. J'ai vu pas mal d'articles dessus. Tu nous en parles rapidement. La pièce s'appelle Dark Was the Night. Voilà. J'ai perdu le fil du temps. On l'a créée du coup entre Lille et Grenoble. Les premières dates, c'était en octobre dernier, il y a un an. Et après, ça en est suivi 8 mois de tournée non-stop. Ok. Vous venez de finir quasiment la tournée On a fini en avril. Au printemps de l'année dernière. D'octobre à avril, on a tourné quasiment en plein temps. Et du coup, à partir d'avril, j'ai décidé
de plus rien faire. De te remettre sur Thames. C'est exactement ça, de reprendre du temps pour composer. Et puis, Yes. Donc tu as une vie de nomade constamment sur la route, de théâtre en théâtre. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et du coup, c'est dur de trouver du temps en même temps pour les différents projets, notamment Thames. Et... surtout si tu as beaucoup de hardware, c'est problématique. Ah oui, oui, non. J'ai essayé négocies une place pour le flight case dans le camion. C'est ça. Non, mais j'ai essayé de me faire un petit setup dans les chambres d'hôtel pour bosser un peu, mais c'est pas évident. C'est compliqué, puis ça doit être des grosses journées quand même. Mais c'est ça. Et puis, il y a un gros rythme. Et puis, j'ai du mal à passer d'une chose à l'autre comme ça, en un claquement de doigts. J'ai besoin de me mettre en condition. Et du coup, c'est quand j'ai juste 2 heures pour composer, en fait. ça marche pas. Ouais. Donc, ça n'a pas été... Mon petit setup, il a pas marché. Et là, on arrive sur l'EP Brothers. Ouais. Avec un très beau clip aussi, toujours avec ton ami Jérémy Morlot. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler du travail sur cette EP et encore une fois ce qui a changé, ce qui a évolué pour toi, ce que tu as cherché à transmettre à ce moment? C'est Brothers, c'était un morceau que j'avais, comme Nuit, c'est un morceau que j'avais composé dans le cadre d'un EP. Donc j'avais, 5 autres morceaux. Et finalement, je les ai pas sortis. J'ai juste extrait Brothers et, en tant que single. Et j'en ai créé un EP avec 2 nouveaux titres par la suite. C'est Brothers. Attends, pourquoi tu décides à quel moment tu te dis non finalement, c'était quoi, pourquoi ces choix? Tu t'es dit que finalement les morceaux étaient un peu en dessous, matchaient pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y a un peu de tout ça. Effectivement, je l'ai trouvé un peu en dessous. Il y en a qui me plaisaient, mais c'était pas... Donc tu décides de les abandonner oui. En concertation avec des conseillers extérieurs ou pas? J'ai toujours besoin de conseillers extérieurs. Ouais. Donc, c'est qu'on n'a pas parlé de ça, mais depuis le premier album Total Indie, là à Brothers en 2021, tu t'es entouré, tu as trouvé un label, on n'a pas parlé de ça? Oui, tout à fait. J'ai créé mon label. Créé ton label. Pour officialiser un peu, mais c'est de l'autoproduction. Donc je l'ai créé pour avoir une structure. C'est quoi l'intérêt de créer son label par rapport à l'indépendance, de sortir un truc en tant qu'individu? C'est une histoire de cohérence et aussi de pouvoir idéalement avoir des subventions, chercher un peu de financement pour pouvoir produire, et aussi une image, tout simplement avoir à montrer qu'on est entouré, même si c'est une image aussi. Ouais, d'avoir une structure. Tout à fait. Et puis j'avais aussi dans l'idée, quand je l'ai créé, de potentiellement accueillir d'autres projets. Après, c'est un boulot à part entière. C'était trop compliqué, trop de temps, ça prend trop de temps, donc j'ai pas poussé dans ce sens-là, mais ça peut venir. Ça peut venir, tout à fait. La porte n'est pas fermée à tout jamais. Ok. Et donc du coup, The Millstream Records, qui est mon propre label, avec lequel je produis toute ma musique. Et ensuite, en 2020, sur la sortie de Nuit, il y a Gum Club qui m'ont contacté parce que la musique leur plaisait et qu'ils étaient tombés dessus. Ok. Et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de bosser avec eux en édition. Voilà. Et sans forcément signer d'exclusivité, mais en regardant sortie par sortie ce qu'on peut faire ensemble. Et ça m'a bien branché. Et voilà. Et par la suite, grâce à eux, j'ai pu être distribué par Virgin, qui est devenu leur partenaire, et du coup, qui a quand même une grosse force sur la distribution. Explique-nous le rôle de distributeur et qu'est-ce que ça change d'avoir un gros distrib comme Virgin? Ils ont du réseau, ils ont une force de frappe. C'est pour de la vente physique donc on parle? Non. Moi, j'ai encore jamais fait de physique. Et, je le ferai sans doute un jour, parce que
ça Ça fait m'attire. envie. En tant que collectionneur de vinyle, ça serait quand même Ah oui. bien d'un jour d'en sortir un. Mais ouais, non, c'est que digital. D'accord. Mais la force de bosser avec des gens comme ça, c'est que ils ont un réseau, ils peuvent En termes de pousser. promo. Ouais, c'est ça. Hmm. Ils peuvent pousser une sortie dans des playlists, voilà. Et puis aussi mettre un budget sur la sortie pour de la promo, pour Ok. les différents Parce postes de que dépenses. leur intérêt dans l'histoire, c'est quoi? C'est que ça fasse le maximum d'écoute? C'est de trouver des artistes talentueux pour aller faire de l'écoute avec et du coup gagner leur beurre comme ça. Je pense, oui. Ouais, tout à fait. C'est une vraie question, hein, je connais pas Ouais, le rôle bah, de... eux, C'est juste pour cerner le rôle du distributeur. leur intérêt, c'est que effectivement que ça stream le plus possible. Hmm. Donc après, je pense pas qu'ils misent sur moi pour faire leur chiffre de l'année, mais Mais peut-être si c'est pas pour tout de suite, c'est un investissement à long terme. je leur souhaite et je me le souhaite. Non, mais voilà. Nous aussi. Le rôle aussi du Gum Club, c'est du développement d'artistes et du coup, eux, ils essaient de faire grossir le projet, grandir le projet. Et je pense que du coup, Virgin, ils vont aussi dans ce sens-là. Je parle dans leur partenariat avec le Gum Club, justement. Voilà. Ok. Il faut qu'on parle un petit peu de technique. C'est quoi la recette de Thames aujourd'hui? La recette sonore. Je pense bien que c'est pas la recette pécuniaire. Pompette. Les recettes pompettes. Oui. Non, la recette sonore, tout part d'une suite d'accords en général, d'une évolution harmonique. Je cherche ça dans un premier temps au piano. Je pars du La piano. couleur. Voilà, exactement, la couleur directement. Si c'est une couleur qui me plaît, je pousse dans ce sens-là et en général, je prends très rapidement un premier synthé pour faire un lead et trouver un peu la couleur, la texture. La couleur, ça revient tout le temps. La couleur sonore. Ouais. Et Ajouter une teinte. voilà, le sound design, ça Ouais. c'est très important. La texture, vraiment le timbre, je passe beaucoup de temps là-dessus. Et une fois que j'ai ces éléments-là, j'ajoute des drums et je commence à m'amuser là-dessus, quoi. Et je peux prendre beaucoup de temps à tourner ça en boucle. Vraiment. À ajouter des couches. Et après, je suis devant ce bloc qui me plaît, mais voilà. Et après, il faut lui reste- donner une structure, Il reste tout lui à faire faire raconter après. lui donner un début et une fin. Voilà, exactement. Ok. Tu jammes un petit peu, du coup, tu fais tourner cette base et puis tu vas jouer, chercher des choses Ouais, tout à fait. un peu librement pour essayer de trouver les bonnes choses. Ouais, c'est ça. J'ai jamais tous les synthés qui jouent en même temps, et puis comme un jam, comme on pourrait l'entendre. Mais ouais, je fais tourner ce rythme, cette suite d'accords, et j'essaie de trouver des manières de le faire évoluer et de le compléter. Voilà, c'est un peu Et mon t'enregistres workflow. au fur et à mesure, quand tu trouves un bon truc, tu rec. C'est ça. Il faut savoir que je suis un très mauvais pianiste, donc je tâtonne jusqu'à ce que je trouve une mélodie ou quelque chose d'intéressant. Ensuite, je m'entraîne pour la jouer bien. Je l'enregistre une fois et après, c'est du midi. Et voilà. C'est malheureux, mais j'aimerais T'enregistres bien. clavier MIDI. Enfin, c'est un piano MIDI, quoi. Ouais, tu utilises. oui, D'accord. tout à fait. C'est un piano MIDI 88 touches, comme ça j'ai un peu toute la palette sous la main. Et puis il me permet de commander tous mes synthés. Mais oui, c'est un piano MIDI. J'ai toujours rêvé d'avoir un piano acoustique, un piano droit chez moi. Non, à queue, peut-être pas, mais non, un piano droit, même un tout petit, pour pouvoir faire des ébauches, commencer là-dessus. Mais déjà, j'avais pas la place, et en plus de ça, je sais pas, je suis pas un très bon pianiste, comme j'ai dit, donc ça serait dommage. Après, l'acoustique, ça permet aussi de s'amuser un peu avec, de placer les micros d'une certaine manière, de coincer des trucs dans les cordes. Tout à fait. Mais Le piano préparé un peu. ouais. Sur le côté timbre, comment tu travailles? Tu te galères à trouver des presets, tu pars Je pars de zéro. et Ouais. tu
Je fais, Tu tweaks, tu gères la synthèse toi-même. ouais, c'est ça. J'utilise jamais de preset parce que il y a des trucs très bien, mais souvent il y a des petites choses qui me dérangent et puis du coup faut creuser pour retravailler le son. C'est mieux de partir à zéro, preset de base et puis et vraiment construire comme je l'entends. Après, peut-être que je passe à côté de certaines choses parce que j'ai mes réflexes, que j'ai ma manière de faire. Une bête dans le studio. Je me fais attaquer. Mais au moins, je sais, voilà, je vais vers ce que je veux entendre. Et puis, voilà. Après, je passe du temps à essayer de sortir un peu de ce confort-là et chercher, faire des choses que j'aurais pas fait pour avoir des accidents un peu heureux, quoi. Mais non, ouais, je pars de zéro et je vais vers ce que j'entends. Tu as appris progressivement la synthèse au fur et à mesure des synthés que tu as achetés. Ouais. C'est quoi aujourd'hui là, les synthés de prédilection pour le lead et pour les pads pour les pads. J'en ai 2 que j'utilise sur tous les titres aujourd'hui. C'est le Peak, ça a été mon meilleur investissement, je pense, l'innovation Peak. Ce synthé, on peut faire tout avec. C'est vraiment des pads, des leads, des plugs, même des basses. Et, je l'utilise principalement pour du lead et pour des pads. Mais ouais, celui-là... Et il est assez maniable. Ouais, et j'y vais les yeux fermés. J'ai appris avec le Bass Station un peu la synthèse sonore. Donc j'ai ce workflow Novation, je le connais très bien. C'est peut-être pour ça aussi que Ah oui, c'est certainement. que j'y arrive directement. J'arrive directement à avoir les sons que je veux, que je cherche, et voilà. Et pour compléter ça, j'ai acheté un Prophète, le Rev 2, et qui est un super synthé, mais il demande plus de temps à apprivoiser. J'ai eu plus de mal à réussir à sortir vraiment ce que je voulais, à le pousser dans ses retranchements. Mais aujourd'hui, j'en suis très content. Et je fais beaucoup de pads et de lead. Le Peak, il est digital, non? Enfin, c'est synthèse numérique. Oui, et tout le à fait. Rev 2, il est analogique, polyphonique. Le Peak est hybride, c'est-à-dire qu'il a des filtres. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu geek, mais des filtres analo et les oscillos digitaux. Ouais, ok. Moi, je trouve qu'on a senti une bonne différence dans l'impact du son, dans la gestion de la dynamique aussi, autour de 2021. Hein. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui s'est débloqué pour qu'on ait ce step-up en termes d'impact sonore, de sensation d'espace dans le mix? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as juste écouté, t'as appris. Ouais, je sais pas, je saurais pas le dire. Vraiment. T'as développé ton oreille. Il faut savoir que j'ai appris la synthèse sonore, j'ai appris le mixage, j'ai appris tout ça en faisant mon projet perso. Et du coup forcément, ça évolue en parallèle. Donc je pense que c'est essentiellement dû à ça, c'est que j'évolue constamment. Et voilà, je pense que c'est ça, quoi. Après, je passe beaucoup de temps à apprendre, à regarder des tutos, à lire des docs, des livres, pour pousser dans ce sens-là, justement, à savoir comment faire sonner bien, comment avoir un mix homogène, comment faire... voilà. Ok. Et pareil pour les synthés, voilà. Je passe beaucoup de temps à apprendre des choses. Tu travailles beaucoup avec le sidechain, je me suis dit, tu travailles beaucoup sur des gates ou des trucs qui font quand il y a un son qui arrive, il se fait sa place, enfin, les autres lui font la place. Tout à fait. Surtout, il y a quelque chose que j'ai découvert, ça date assez longtemps, je pense. Enfin bref. Dans ma production, et dans le mixage en général, c'est les EQ dynamiques. Okay. Et je fais quasiment tout avec ça. Je fais plus de cuts vraiment drastiques dans les EQ, je fais juste de la place. Chaque élément fait de la place à l'autre et tout est vivant ensemble. De manière dynamique, donc. Oui, c'est-à-dire que quand il y a par exemple un son qui est dans une même texture qu'un autre, l'autre il va baisser l'autre. Voilà, dans cette tu peux sidechainer comme ça, oui. 2 EQ dynamiques. Ouais. Ok.
tout à fait. J'ai commencé à faire ça à l'époque avec le plugin F6 de Waves. Et maintenant, c'est au FabFilter Q3, Pro Q3. Et ouais, c'est génial. Ok, intéressant. Ça, c'est quelque chose, je prends beaucoup de plaisir Ça à faire ça. fonctionne apparemment, parce que ça sonne. Tu travailles pas mal avec de la disto aussi, ou de la saturation, non? Enfin, un mix de saturation et de compression. Oui. Qui donne cet effet de truc qui se scratch, mais qui est de plus en plus fort tout en étant compressé en même temps. Enfin, il y a un effet comme ça qui est ultra puissant. Je travaille, pour cet effet-là, je travaille beaucoup sur des bus parallèles pour tous les éléments vivent ensemble. Que ce soit pour de la distorsion harmonique ou alors de la compression. C'est vraiment, je vais essayer de les faire vivre ensemble. C'est-à-dire que tu as un bus où tu vas mettre la disto ou un autre bus avec la compression et t'envoies plusieurs éléments. T'envoies tes pistes dedans. Tout à fait. Et la piste, elle part aussi dans le master, mais par contre, avec l'envoi de bus, ça te permet de rajouter ça permet de doser en parallèle du son tout à fait. Dry, enfin du son d'origine, d'avoir un truc en plus qui lui donne du corps. C'est ça, tout à fait. Et que je peux doser à volonté. Ok, trop bien. Et il nous reste 5 minutes pour parler de ton prochain EP que tu m'as envoyé, que j'ai eu la chance d'écouter, les amis. On n'est pas loin du chef-d'œuvre, franchement, c'est hyper bien. J'exagère. Donc ça s'appelle We Are. Ça sort. Il y a un single qui est sorti déjà, Lovers. C'est un scoop parce qu'on n'a encore jamais. Tu veux pas qu'on en parle? Si. On peut en parler. On va en parler. Est-ce que tu peux nous raconter le setup que tu as utilisé du coup pour travailler ces morceaux? Donc c'est 5 titres, pas sûr. C'est une bonne question. C'est 5 ou 6 titres. 6 titres, ouais. Tout à fait. Donc là, le concept, c'est sur les relations humaines, ce qu'on est alors pour les yeux des autres, les uns par rapport aux autres. Donc il y a Lovers, Monsters, je les ai plus en tête là tout de suite. Wolves. Voilà, et Dreamers. Voilà. Entre autres, je sais plus lequel on n'a pas dit. Et pour le coup, on sent vraiment qu'ils ont été faits avec la même recette, un peu avec le même setup. Ils sont bien sûr chacun dans la couleur bleue, mais avec des teintes assez différentes. C'est bien. Comment tu as travaillé? Donc toujours le pic, le Rêve 2. Ouais, ça c'est vraiment la base du. Tu composes donc maintenant sur Ableton? Ouais, tout à fait. En vue arrangement, je compose Ableton et même processus de créa que le reste. Base de piano, progression harmonique. Tout à fait, je pars de ça et ensuite je passe au synthé direct. J'ai essayé de faire des choix plus rapides, c'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer le MIDI et puis d'enregistrer les presets et puis de me laisser de la liberté, là j'ai enregistré en audio assez rapidement. C'est fou, ça revient à chaque épisode. Bah oui, mais c'est sûr. Ouais. Pour me forcer à prendre des décisions et avancer, quoi. Parce que pour cette EP-là, je me suis fixé un mois pour le composer. Non, un peu plus. Non, j'exagère. Mais ouais, un ou 2 mois. En tout cas, t'avais pas beaucoup de temps. Je me suis fixé l'été dernier pour... Ah non, ça fait déjà 1 an. En fait. Bon, bref. Et le temps passe trop vite. Tu devais être bouclé entre 2 tournées, quoi, j'imagine. En fait, voilà. Mon but, c'était, avant de partir en tournée et de finir la créa et de partir en tournée, je voulais faire cette EP pour pouvoir le sortir et le promouvoir en parallèle. Mais, donc, je l'avais fini. Tout allait bien. Mais j'ai pas eu le temps de le mixer et de le finaliser comme je voulais. Donc c'est resté en stand-by pendant que j'étais sur la route, en tournée. Et voilà, j'ai pas pu tenir mon calendrier comme je le voulais. Ok. Donc vraiment stand-by pendant la période de taf. Tout à fait. Et au final, j'ai vu que tu l'avais fait mixer, que tu l'as fait mixer par Polaroid. Tout à fait. Et comment ça s'est passé? Je les ai... Déjà, tu as décidé à un moment tu t'es dit j'aurais pas le temps ou je le confie à quelqu'un? Tout à fait. J'avais pas le temps et j'avais envie d'avancer. C'est dommage parce que j'adore me mixer
Ok, mes donc projets. c'est plus par manque de temps. C'était par pas manque de temps, délibéré mais de aussi je me décider. suis dit ça pourrait être bénéfique d'avoir une patte extérieure, une couleur extérieure, une oreille en plus. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai fait ce pari-là, je les ai contactés, ils ont accroché, et du coup, ils ont mixé le P. Et j'étais très content du résultat. J'avais un peu peur, j'appréhendais. Totalement à distance, tu leur as livré les stems, ou les pistes par piste, Ouais. et t'as attendu qu'ils te répondent, qu'ils te renvoient les mix, Ouais, c'est ça. les V1. D'abord, j'ai envoyé les pré-prod. Ils ont écouté, ils ont accroché. Et du coup, je leur ai envoyé les multipistes. Et ils ont mixé ça assez rapidement. Donc, c'était chouette. Et j'étais très content du résultat. J'avais peur, comme je disais, j'appréhendais un peu, que de ne pas retrouver la couleur, l'équilibre et tout ça. Et en fait, parce que bon, c'est quand même très lié en musique électronique, production et composition sont quand même très liés. Donc, j'avais peur de perdre ça. Et finalement, c'était très fidèle à ce que j'avais fait, mais en mieux. Donc j'étais content. Ok, trop bien. Trop bien. Ça sonne, hein. Les amis, vous allez voir, ça sonne. Trop bien. Et pour le mastering, tu as aussi travaillé avec un autre artiste ou un studio. Un studio. Plutôt. Tu peux nous en parler? Enfin, un studio, plus qu'un studio, c'est une personne, c'est Zino Mikore, avec qui je travaille depuis quand? Depuis Nuit, le premier single, donc 2020, qui est un ingé master que j'adore, qui bosse que sur des artistes que j'adore. Donc, qui bosse avec Nils Fram, qui bosse avec Kiasmos, avec Apard, avec tous les noms. Dans la mouvance qu'on aime bien. Voilà, tout à fait. Tous les artistes que j'écoute, avec Rival Console aussi. Ouais. Et du coup, j'adore son travail. C'est pareil, ça reste très fidèle à ce qu'on lui envoie, mais c'est plus musical, plus vivant. C'est vraiment chouette. Donc j'ai fait ce choix-là. C'est une prod totalement allemande, mais entre Polaroid et Zino Mikore. Ils sont allemands tous les deux, ouais. Ok. Et t'as pu aller les voir physiquement? T'as pu aller voir leur studio? Non, t'as pas eu le temps. Comme je dis, c'était en parallèle de la tournée, donc c'était vraiment tout à distance. Ok. Et voilà, je voulais... Parce que ça doit être assez intéressant d'aller voir comment ils travaillent, et puis d'échanger avec eux sur ces étapes-là. Ouais, justement ça, c'est le seul aspect qui me dérange un peu, c'est la distance. Parce que j'aimerais bien si c'était à Paris, ça serait plus simple, j'irais assister. Ne serait-ce que même juste rester assis dans un coin et les regarder faire. Hein. Ouais, totalement. Je pourrais faire ça sans problème. Grave. Et du coup, j'ai reçu tout ça, et puis mon but c'était que tout soit prêt pour la fin de la tournée, comme ça je peux commencer à me préoccuper de la sortie, quoi. Et donc là, la sortie de We Are, c'est prévu pour début 2024? Pour mars. Mars 2024. Ouais. Avec des sorties de singles pour annoncer ponctuelles, la sortie de l'EP. Ah oui, d'accord, ouais. trop bien. Et de clips aussi, peut-être. Tout à fait. Tout à fait. Et donc ça sort sur ton label. Ouais. Et projet de live en parallèle, est-ce que tu veux aller défendre cet album sur scène? Ouais. Je prépare, j'ai un nouveau setup live, je prépare un nouveau live, et dans cette optique-là, quoi. De le jouer, de le défendre en live et de faire plus de live. Tournée Thames en plus des tournées de théâtre en 2024, ça va être sport. Ouais. Mais voilà, j'espère en faire plus. Merci beaucoup Thames, on te souhaite plein de bonnes choses et bravo encore pour tout ça, et merci d'être venu partager et pour ta générosité aujourd'hui au micro de En Phase. Eh bien, merci à toi. Bonne route un plaisir. Et à très vite. Salut. Ciao. In Phase.